Bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez rester, hein, ne partez pas, je vous vois. On va commencer une nouvelle séquence effectivement sur ce pavillon de l'exposition que l'on a intitulé Qualité de l'architecture, qualité d'usage et durabilité. Je ne sais pas, mon petit laser ne marche pas. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. On a 3 séquences sur cette première grande séquence de la matinée où on va un petit peu naviguer dans le temps relativement à l'architecture, puisque ce que l'on va interroger à travers les 3 séquences, c'est le patrimoine et ses qualités, comment le préserver et comment le mettre au jour des enjeux de la transition écologique. Ça va être l'enjeu d'un partenariat que l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération des associations régionales HLM et l'Association nationale des architectes et bâtiments de France vont établir ce matin. Nous interrogerons, pour faire patrimoine, il faut que celui-ci dure et donc qu'on se prémunisse de tout sinistre sur le bâtiment. Donc avec l'appui de Socabat, de la SMA, on va avoir un exposé du baromètre de la sinistralité nous exposant les principaux enjeux de durabilité des constructions. Et puis on se projetera un peu dans le futur, dans l'innovation, dans l'avenir, avec un retour d'expérience des innovations dans la construction qui ont pu être réalisées dans le cadre des différents projets d'ouvrages et de bâtiments pour les Jeux Olympiques 2024, il y a un an. Alors nous allons démarrer ce premier temps en appelant notre présidente à nous rejoindre, avec Jean-Luc Vidon pour la Fédération nationale des associations régionales HLM et Jean-Lucien Guénoun, le vice-président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. Cette séquence, elle va nous permettre d'évoquer ce projet de partenariat entre les 3 institutions pour renforcer les liens entre les ABF et la maîtrise d'ouvrage HLM, qu'on comprenne les enjeux de chacune des parties et que des dialogues s'établissent au niveau des régions, au niveau national, pour anticiper les avis, les enjeux de rénovation de notre patrimoine. Alors pour exposer un peu les enjeux de ce partenariat, chère présidente, si vous voulez toucher quelques mots. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e jour de congrès. Alors, à travers cette convention, on a voulu traduire des discussions que nous avons eues depuis un moment avec les architectes concernant tous les territoires liés en ABF et patrimoine classé, etc. Parce que on avait, en tant que bailleurs sociaux, parfois des difficultés à comprendre les avis qui nous étaient rendus ou parfois même à les obtenir. L'idée n'était évidemment pas de tomber dans ce qu'on a pu voir dans certains débats politiques sur en fait une négation du travail de ces architectes, mais au contraire de comprendre comment est-ce qu'on pouvait trouver des méthodes de travail et d'échange et de dialogue pour justement construire ensemble la doctrine de demain, notamment sur des enjeux de réhabilitation en quartier sauvegardé ou classé, et notamment parce que comme on augmente beaucoup la rénovation, que par ailleurs, on nous demande d'agir beaucoup dans ce qui concerne les centres-bourgs, dans des dents creuses, et donc aussi de travailler sur des bâtis déjà existants, aussi parce qu'on a insisté sur les enjeux de la seconde vie et donc de faire des très grosses restructurations. Il nous semble absolument essentiel qu'on arrive à vraiment créer ce dialogue et aussi de sortir en fait de blocage. Et on a préféré, d'autres ont pris la voie d'une attaque en règle des ABF. Nous, on a préféré travailler sur le dialogue et la reconnaissance de ce métier et surtout voir comment on peut s'appuyer sur eux pour justement faire ça. Et c'est pour ça qu'on a pu travailler avec l'Association nationale des ABF. Et notre question, elle est évidente que ça améliore aussi notre maîtrise d'ouvrage, qu'on arrive certainement à anticiper parfois certains sujets, qu'on ne saisisse pas trop tardivement les autorités quand c'est nécessaire. Et si on fait cette convention Union sociale pour l'habitat avec la Fédération nationale des associations régionales HLM, c'est parce que l'idée, c'est aussi d'avoir des dialogues au niveau territorial. Et donc, ce sont les associations régionales qui seront
les têtes de pont en fait de ce dialogue. En tout cas, pour nous, c'est une étape très importante et j'espère que ça va nous permettre justement de faciliter en fait une partie des projets, mais aussi de mieux comprendre les doctrines, la manière dont en fait les architectes voient ces bâtiments et aussi qu'on puisse mieux comprendre leurs décisions pour en fait les intégrer dans nos propres projets et en fait de faire des choses de meilleure qualité et qui soient plus intéressantes pour les futurs habitants, mais aussi pour l'environnement bâti autour de ces résidences. Merci. Monsieur Guénoun, l'ANABF est effectivement venu échanger avec l'USH pour qu'on trouve une façon de travailler. Alors, rappelez-nous l'enjeu de ce partenariat aussi du point de vue de l'ANABF et de ce que l'association porte comme enjeu, comme discours et comme défense du patrimoine et des ABF. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Présidente. Effectivement, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France regroupe l'ensemble des architectes en poste au ministère de la Culture, ainsi que d'autres membres associés, dans le but de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère. J'insiste beaucoup sur ces trois entités, architecture, urbanisme et paysage, parce que c'est totalement complémentaire au service du cadre de vie. Donc on est surtout connu effectivement pour les avis donnés dans les abords des monuments historiques, en SPR, etc., où il s'agit de faire respecter la qualité existante des immeubles, mais peut-être un peu moins pour le rôle de conseil en amont qu'on peut apporter aussi, souvent d'ailleurs par manque de temps, parce qu'on est des services débordés. Il faut savoir que chaque année, je donne les chiffres, il y a en gros 600 000 avis qui sont délivrés pour 190 architectes des bâtiments de France, sur 20 000 communes en France, donc le travail est considérable. Il ne s'agit pas simplement de délivrer des avis, mais aussi justement de regarder les documents d'urbanisme, d'aller sur le terrain, de rencontrer les élus, de travailler aussi sur les monuments historiques, les cathédrales, les châteaux, etc. Donc le travail est vaste. Et l'idée, donc, c'est effectivement de développer le plus possible les partenariats, puisque en étant unis, on est plus fort, hein, et ça, c'est très important. Il faut aussi savoir que pour nous, le patrimoine ne s'arrête pas à l'art déco. Le patrimoine, il est tous les jours, il est aussi contemporain. On a aujourd'hui des grands ensembles construits dans les 30 Glorieuses qui sont souvent méprisés. Alors qu'ils sont intéressants. On a encore des immeubles en pierre qui sont construits jusque dans les années 1970. On a de la recherche architecturale. Et parfois, ces qualités sont méconnues. On a par exemple beaucoup de logements qui sont traversants, hein, où on a une ventilation très facile. Moi, j'ai vu démolir des tas de logements traversants pour construire des logements qui ne sont pas forcément aussi qualitatifs du point de vue de l'habitabilité et de la ventilation. Souvent, c'est des problèmes financiers, c'est-à-dire qu'on finance davantage les démolitions que la réhabilitation. Donc les organismes HLM, ils ont des comptes à surveiller et ils vont vers parfois là où finalement le financement est le meilleur, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc tout ça fait que ça nous semble extrêmement intéressant de travailler ensemble pour pouvoir débattre, parce que je pense que dans beaucoup de cas, on n'est pas forcément en désaccord. Le problème est parfois financier, parfois de méconnaissance du bâti, et puis parfois d'approches différentes. Bon, mais là, justement, c'est là où le dialogue doit pouvoir permettre de trouver des solutions. Et je dirais que l'intérêt du patrimoine, c'est son rôle social très important, c'est aussi souvent oublié. Le patrimoine, c'est gratuit. On peut se promener dans les rues, les quartiers anciens, regarder les vieux immeubles. On n'est pas obligé de payer pour aller voir du patrimoine. Si on a de l'argent, on peut aussi, bien sûr, payer pour aller voir d'autres choses plus précises, mais c'est offert à tous. Et je crois qu'il est très important, par le biais du patrimoine, de redonner de la fierté aux habitants des quartiers de logements sociaux. Voilà, donc je me félicite de cette signature de convention. Merci beaucoup. Et c'est vrai que sur ce patrimoine contemporain, 20e siècle, même après 48, on a ces sujets de réflexion sur comment le réhabiliter, comment interroger la qualité de l'architecture initiale. Il y a ce programme avec le PUCA, Réa Héritage, où les ABF sont aussi représentés, sur lequel on a des bailleurs qui portent ces projets pour penser cette réhabilitation. Monsieur Vidot, pour les AR, ça va être un enjeu d'animation, ce partenariat, pour effectivement engager ces rencontres entre les maîtrises d'ouvrage HLM régionales et les représentants de l'ANABF. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le patrimoine du logement social, il a une histoire, une longue histoire maintenant.
Et je trouve que la convention que nous allons signer aujourd'hui doit nous permettre d'être plus efficaces parce que nous avons une responsabilité collective, finalement, à permettre d'être à la fois plus efficace dans l'acte de produire, je ne dis pas construire, mais produire, parce qu'il y a différents modes de production du logement, tout en respectant l'histoire et tout en prenant en compte la complexité des montages auxquels nous avons affaire. Ce congrès, c'est les qualités du logement social. Il en est une parmi bien d'autres. C'est la qualité architecturale. Vous l'avez souligné, de tout temps, les organismes d'HLM ont construit du beau patrimoine, du patrimoine de qualité qui parfois est visité lors des journées du patrimoine. Et pour autant, nous avons la responsabilité de le faire évoluer. Et quelquefois, nous rencontrons des problèmes lourds. Lors des opérations de rénovation urbaine ou tout simplement lors d'opérations de réhabilitation, nous nous trouvons devant parfois des impasses financières, une grande complexité d'évolution d'un patrimoine pour prendre à la fois en compte les recommandations des architectes et des ABF et puis les contraintes générées par les évolutions climatiques et la nécessité de réinvestir lourdement. Et puis nous avons parfois à produire à partir de patrimoine existant, ce qui nécessite aussi des efforts et une approche particulière. Donc dans ce cadre-là, vous avez employé un mot tout à fait important, c'est la question de l'anticipation. Je crois qu'une des solutions finalement, c'est qu'en travaillant ensemble en amont possible, le plus en amont possible, eh bien d'abord on se comprenne mieux, et je vais revenir sur le rôle des ARHLM, et puis on soit capable d'anticiper pour éviter les blocages. L'anticipation, elle doit permettre, quand on a un projet, d'en parler en amont pour voir et mesurer quelles sont les contraintes particulières, les attentes de l'ensemble des partenaires. Les contraintes, ça peut être financier, ça peut être de différentes natures, ça peut être aussi lié aux questions de relogement, le choix entre démolir, réhabiliter, restructurer, la seconde vie dont parlait Emmanuel Cos. Voilà, tout ça, ça fait partie du paysage complexe que nous avons à gérer avec tous les partenaires, l'État, les collectivités, les financeurs, les habitants, et puis évidemment les architectes et les ABF qui ont leur mot à dire pour la préservation de patrimoine de qualité. Donc les ARHLM, pour en finir avec l'objet de cette convention, eh bien, les associations qui sont présentes dans chacune de nos régions, elles vont prendre contact avec vous, travailler avec vous, faire en sorte que nous nous connaissions davantage, nous puissions échanger sur nos approches des problèmes, identifier peut-être les points qui posent problème de façon régulière dans la gestion et le traitement des opérations, et puis ensuite trouver les solutions. Et une fois qu'on l'aura fait à l'échelle régionale, j'ai la certitude que pour chacun des bailleurs présents dans les associations régionales, le contact sera plus facile et on pourra aborder les opérations avec cette notion d'anticipation qui est essentielle à leur réussite, qui permet de gagner du temps et qui nous permet finalement d'être plus efficaces. Voilà pourquoi je me félicite également de la signature de cette convention. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bien posé le cap pour engager ce travail partenarial. Il nous faut formaliser ça et signer cette convention que vous avez juste devant vous. Et évidemment, la photo est importante dans ces occasions-là. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va garder précieusement cette convention pour qu'on puisse... Voilà.
Merci beaucoup. On peut applaudir cette signature et récupérer les précieuses conventions. Alors pour la suite, là on évoquait effectivement les enjeux du patrimoine, de son traitement, d'assurer les enjeux de transition écologique et de préservation du patrimoine. Comme je le disais tout à l'heure, pour qu'un bâtiment fasse patrimoine, il faut qu'il dure, qu'il ne s'effondre pas, qu'il ne connaisse pas de sérieuses pathologies ou des enjeux de sinistralité. Et pour un peu aiguiller et documenter la maîtrise d'ouvrage, on a un outil précieux que va nous présenter Stéphane Orsetti de la SMA BTP, Fondation d'Excellence et de Socabat, à travers l'Observatoire de la sinistralité qu'on va développer avec vous. Et puis par la suite, donc l'équipe de l'AQC va exposer les enjeux, comme je le disais, du futur. En tout cas, comment ce que l'on a pu tester, innover dans le cadre des différents projets liés au JO, nous renseigne sur peut-être de nouveaux procédés de construction ou innovation constructive. Stéphane, je vous laisse la parole. Je vous donne la zapette. Le micro fonctionne, oui. Et le micro fonctionne. On vous écoute. Donc, bonjour, donc Stéphane Orsetti, merci pour votre invitation. On m'a demandé de venir vous parler ce matin du baromètre de la sinistralité SMA BTP. Alors, pour commencer, il faut savoir que ce baromètre a été initié au départ par les unions métiers de la Fédération du bâtiment, les syndicats et la FNTP. L'objectif, c'était, et c'est toujours, de cadrer la sinistralité et de déterminer surtout les causes de la sinistralité, comprenez les pathologies, les différentes pathologies en regard des différents types de sinistres. Alors, je vais commencer par vous expliquer la méthode que nous avons entreprise pour cette action, pour cette démarche. L'objectif, avant tout, c'est de faire de la prévention. C'est de réduire la sinistralité. D'accord ? Et nous faisons ça en partenariat avec les unions métiers. La méthode, nous allons utiliser notre base de données interne pour aller analyser des dossiers d'expertise qui concernent surtout la dommage ouvrage. C'est la catégorie qui est le plus représentée dans la sinistralité, en tout cas pour les bailleurs. La base de données que l'on utilise, c'est la base de données AQC. Donc elle concerne surtout la dommage ouvrage. Ce qu'il y a, c'est que cette base de données a un avantage qui est certain, c'est qu'elle qualifie le sinistre. Comprenez que quand un expert dommage ouvrage instruit son sinistre, quand il remet son rapport, il va qualifier le sinistre en apposant dans son rapport un code à 4 chiffres qu'on appelle le code SICODES. Alors je vais vous expliquer un peu cette méthode. Dans cette base de données, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on étudie les sinistres de fréquence. On n'a pas forcément les sinistres à faible enjeu, inférieurs au ticket modérateur, comme on dit, inférieurs à 1 600 €. On n'a pas non plus les gros sinistres en termes de coûts à fort enjeu, supérieurs à les 180 000 €. Voilà. On est bien entre ces deux limites des sinistres de fréquence qui sont, à notre sens, représentatifs de la sinistralité. Alors, l'AQC nous donne chaque année, via un listing Excel, notre base de données SMA BTP quant à la sinistralité des eaux. Nous faisons correspondre un numéro de sinistre auquel nous avons accès à un code SICODES qui va qualifier le sinistre. Je vous ai pris un exemple ici, le code SICODES, comment ça fonctionne. La nomenclature SICODES comporte plusieurs familles. Il y a 10 familles d'ouvrages. Je vous prends un exemple ici qui sont les façades et les revêtements. Quand l'expert DO remet son rapport, il qualifie le type d'ouvrage. Là, j'ai pris l'exemple de la façade de la famille 5. Quand vous descendez dans la granulométrie, pour être plus précis, l'expert DO va
notifier l'ouvrage concerné. Ça peut être des façades lourdes en terre cuite, des façades lourdes en bloc de béton. Donc là aussi, il y a 9 ou 10 familles, il y a les bétons banchés. Donc vous avez une deuxième ligne de code. Là, par exemple, 51 pour la façade lourde. Vous avez, quand vous descendez un peu plus bas dans la définition du sinistre, l'objet endommagé, c'est-à-dire ici le revêtement appliqué sur le support façade lourde. Ici, j'ai pris l'exemple du monocouche, de l'enduit traditionnel. Donc, vous voyez, vous avez un code 3 et vous descendez in fine sur un code 4 où vous qualifiez le sinistre. Par exemple, l'enduit monocouche, il était affecté de fissuration suite à défaut de liaison. Vous pouvez avoir des fissurations de support. Vous pouvez avoir des défauts de support suite à corrosion. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé à ce code 4, la question qui se pose, c'est, voilà, on a une fissuration de support, mais pourquoi? Quelle en est la cause? Eh bien, c'est là que nous allons dans notre base de données pour ouvrir les dossiers DO qui vont nous permettre de vraiment remonter jusqu'à la cause du sinistre. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans les différents modes constructifs qui ont rapport avec les sinistres qu'on va voir tout à l'heure, qui ont rapport avec les procédés et les produits mis en place, nous ne connaissons pas les parts de marché de ces procédés. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Et vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai d'enduit monocouche, on va revenir sur cette notion. Alors, en résumé, on a une base de données, c'est le listing que vous voyez. Nous faisons des statistiques. Voilà, nous avons des codes SICODES, donc des pathologies qui émergent, d'autres moins. Nous allons nous focaliser sur ces émergences pour aller dans les rapports d'experts. Nous faisons des slides de prévention avec des photos, des légendes. Nous remontons aux causes de la sinistralité, donc aux pathologies. Et pour chaque code SICODES, vous voyez, nous avons un listing pathologie en fonction de ce que nous observons. Alors, le type de statistiques qu'on peut obtenir, là, vous voyez toutes les familles représentées sur la dommage ouvrage, sur notre extraction. Les 4 premières familles se tiennent, les toitures terrasses. Les autres équipements comprenaient les équipements sanitaires, baignoires, douches, robinets, éviers. Vous avez la façade qui comptabilise le coût le plus important. Et vous avez la partition revêtement avec le PVC, surtout la carrelage. Autre donnée qu'on peut avoir, quand on prend les maîtres d'ouvrage d'origine qui déclarent des sinistres, vous voyez cette liste. Et donc là, on a repéré les 2 familles Office Public HLM et Société HLM qui représentent, comme vous le voyez ici, 16% de la sinistralité en nombre et 17% en coût. Tous nos tableaux sont configurés de la même manière. Là, vous avez le nombre de sinistres en valeur absolue et le coût en kilo-euros ici, avec un coût moyen ici. Quand on prend le flop 10 sur le focus HLM, alors je vais vous parler simplement des 4 premiers, où vous voyez tout en haut, ici, défaut de fixation et de calage, on va voir ça sur des cas concrets, sur la famille équipement sanitaire, des défauts d'étanchéité au point singulier ici, et en 4e position, c'est la famille 4, et vous avez aussi des défauts d'étanchéité des joints périphériques, toujours au niveau de la famille 9, au niveau des douches et des baignoires. Donc même chose sur la classification du bas. Vous voyez la famille 9 ici, autre cause qui s'assimile à des infiltrations. Vous avez la famille 6, des défauts de calfeutrement, menuiserie, structure dans la famille des menuiseries. Des défauts au point singulier dans la famille 3, couverture. Et de nouveau, les défauts de fixation et de calage qui reviennent assez souvent. Sur des baignoires, sur des douches, sur des bacs acryliques, comme nous verrons tout à l'heure. Alors, je poursuis un petit peu la méthode dans l'exemple de la façade. Donc là, je reviens à la famille dommage ouvrage dans sa globalité, qui ne comprend pas que les bailleurs. La principale manifestation des désordres, comme vous le voyez en haut,
c'est le défaut d'étanchéité, à 73%, avec le coût le plus important. Donc ça, c'est des fuites, c'est des infiltrations. D'accord ? Voilà le type de statistiques qu'on peut obtenir. Les défauts de stabilité, de sécurité d'utilisation. La sécurité d'utilisation, c'est par exemple sur le carrelage, quand vous avez des affleurements, les gens peuvent se blesser le pied en se coupant. Voilà, c'est toute cette catégorie de sinistres. D'autres stats que l'on peut obtenir, donc là, vous vous souvenez du logigramme que je vous ai présenté sur les familles quand on descend jusqu'au code 4. Vous voyez là que j'ai pris l'exemple de la façade. Donc les différents types de supports sont les blocs béton, par exemple, le béton banché, les éléments de terre cuite. Vous voyez ici que ça se tient au niveau du nombre et du coût. D'accord ? Quand je prends uniquement la première ligne, la ligne 51, et que je descends ici dans le deuxième tableau sur cette catégorie de support, sur cette catégorie de façade, eh bien, je remarque que sur le code 3, c'est l'enduit monocouche, donc c'est le revêtement monocouche qui accuse la sinistralité la plus importante. Voilà. Le type d'analyse que l'on peut faire, que ce soit sur les éléments de façade en terre cuite, les blocs béton, donc les parpaings gris que vous connaissez, hein, et les façades en béton banché, à chaque fois, c'est l'enduit monocouche qui arrive en tête. Alors, mathématiquement, ça peut peut-être s'expliquer parce qu'on n'a pas les parts de marché, mais c'est probablement l'enduit monocouche qui est le revêtement le plus vendu et le plus appliqué. Donc, il ne faut pas stigmatiser. C'est ce qui ressort de notre extraction. Voilà. L'analyse qu'on peut faire, c'est qu'en fonction des différents supports ici, vous voyez que pour les blocs de terre cuite, c'est le défaut d'adhérence entre le support brique et l'enduit monocouche qui pose souci. Pour les blocs béton, les parpaings gris, c'est le défaut de liaison, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'armature, l'armature et le ferraillage est mal dimensionné, les liaisons entre le ferraillage et les fondations ne sont pas optimales. C'est ce défaut-là qui ressort le plus. Au niveau des bétons banchés, c'est la fissuration, c'est-à-dire du retrait de l'enduit monocouche et des problèmes sur les bétons banchés aux reprises de bétonnage. C'est ça qui crée surtout de la fissuration. Donc vous voyez 3 catégories de fissuration, mais qui s'expliquent d'une façon diverse. Alors là, je vais en venir aux exemples de sinistres, donc aux cas concrets qui sont ressortis de l'analyse des rapports d'expertise. On va commencer donc juste par les équipements sanitaires et les douches sans ressaut. Je vais aller vite parce que vous allez voir qu'il y a là des sinistres de fréquence qui sont tous à peu près les mêmes. Donc vous avez un premier sinistre où vous avez ici, je dirais, une erreur du locataire qui a desserré et démonté la bague de serrage de la bonde. Vous voyez ici que donc il y a des infiltrations, ça se traduit par des moisissures sur la cloison qui est derrière la douche. Et vous avez également comme cause un receveur acrylique qui est mal calé, donc qui plie quand on arrive au centre. Et vous voyez ici que le joint périmétrique se désolidarise. Alors ça, c'est un sinistre de fréquence qui arrive très, très souvent. Vous voyez ici un autre exemple de bac qui ne tenait que sur 4 plots, donc défaut de calage de bac. Ici, une baignoire qui est arrivée en remplacement d'une douche, mal calée aussi. Défaut de calage et de fixation. Vous voyez là aussi également le joint périphérique qui se désolidarise. Et ça, c'est le siège des infiltrations que l'on peut noter au niveau du sinistre. Autre exemple, alors là, je vais aller vite aussi, toujours sur des baignoires, ici, où on a là encore des désolidarisations de joints périphériques. Ça se voit. Quand on monte dedans, tout s'affaisse. Ici, c'est un autre sinistre. Vous avez un bridage entre la première rangée de carreaux et le bac acrylique. En fait, on note qu'il n'y a pas de joint ici. Donc, quand vous montez dans le bac, sur les extrémités, ça se soulève.
et le bac casse. Autre type de sinistre, ici vous avez dans les douches un sol PVC. Le sol PVC remonte au niveau des relevés ici, d'accord? Sauf qu'il y a une défaillance de joint entre la première rangée de carreaux et le sol PVC. Il n'y a pas de joint ou le joint est fortement dégradé, ce qui crée ici une zone d'infiltration massive. L'eau pénètre dans la chape qui est sous-jacente et crée le sinistre en fait. Ici, une autre typologie de sinistre, c'est l'utilisation d'un siphon qui n'est pas adapté. En fait, vous avez un système d'étanchéité liquide qui est sous le carrelage, au-dessus de la chape. Mais ici, vous avez l'action de mise en œuvre d'embousage que l'étancheur réalise. C'est une jonction forte entre le siphon et la partie horizontale du système d'étanchéité liquide qui est dessous. Cette mise en œuvre d'embousage ici n'a pas pu être faite car le siphon n'est pas adapté. Donc de l'eau coule derrière la cloison et sous la chape. Vous avez ici une autre configuration de sinistre où vous avez un pare-douche ici qui a été placé en dehors de la zone d'étanchéité qui est située ici dans la douche, dans ce carré. Donc en fait, les infiltrations ici ont lieu au droit des joints périphériques et surtout ici, sur cette zone limite là, où il y a des carreaux qui n'est pas étanché. Autre configuration, vous avez ici une douche où vous avez un défaut de pente. La chape qui est sous le carrelage n'est pas pentée en direction du siphon. Donc vous avez des stagnations d'eau, un danger pour la sécurité du public. Et vous avez ici un siphon, vous voyez, qui accuse un petit ressaut de 3 mm, ce qui fait que l'eau, quand elle arrive ici, stagne et elle ne peut se déverser dans les trous que lorsque la hauteur d'eau atteint un certain niveau. Bon, ça, c'est un défaut. Et c'est ça qui crée le sinistre. Je vais passer maintenant à l'étanchéité des toitures terrasses. Très rapidement parce que le temps passe. Vous avez ici donc des tours avec des logements collectifs. Vous avez des infiltrations d'eau en plafond sur les derniers étages. Là, qu'est-ce qui se passe? On a des défauts d'étanchéité à la jonction des laits en toiture terrasse entre parties courantes. Au niveau des parties courantes. Vous avez également, je vais vous le montrer sur les photos après, des décollements de relevés d'étanchéité, des infiltrations au niveau de panneaux d'isolation disposés un peu bizarrement, des décollements d'équerres d'étanchéité au droit d'équipement sur les terrasses, et enfin, des défauts d'étanchéité au raccordement de couvertines. Donc c'est ce que je vous montre ici. Vous voyez là, ici, des panneaux sous étanchéité posés de manière inclinée, donc c'est assez bizarre, avec des infiltrations ici aux parties foncées. Vous avez des joints aux grosses œuvres de couvertine qui sont défaillants, qui créent des infiltrations là encore, des défauts de protection là au niveau des têtes de relevé, des défauts de protection en tête en fait, alors ici avec le gros œuvre et ici en tête de couvertine. Et ici vous voyez des déchirures de relevé. Il y a probablement aussi là des défauts d'entretien. Les autres photos avec des plissements sur les parties courantes qui sont le siège d'infiltration ici, des défauts au niveau des couvertines, défauts de mise en œuvre. Là, des défauts de pente globaux qui créent un effet piscine tout de suite après les pluies et des infiltrations au niveau des points singuliers, des seuils de fenêtres ou des seuils de baies. Des défauts des points singuliers maintenant au niveau des toitures grands éléments. Vous avez ici des toitures bac acier simple pot avec des feutres anti-humidité. Et vous voyez ici de l'eau qui se déverse carrément sur la couvertine et pas dans la gouttière. Donc il y a des défauts de mise en œuvre ici au niveau des faîtages et des rives de toiture et au niveau des couvertines. L'eau drainée va déborder de la gouttière. Pourquoi? Parce que
La toiture, ici, est arrêtée en retrait de rive du Chéneau et des Gouttières, ce qui fait que soit ça se déverse entre la gouttière et le bardage, soit ça se déverse carrément sur le béton. Vous avez ici un autre exemple où vous avez sur une toiture grands éléments des ressauts. Là, le gros souci, c'est que vous avez des infiltrations car les recouvrements au niveau des joints de boue et des replis ici ne sont pas optimaux. Voilà, vous avez aussi des infiltrations au niveau des protections, c'est-à-dire ici, ici, et là, au niveau des joints de dilatation et au niveau des couvertines et accrotteurs. Les toitures végétalisées, alors là, c'est un exemple intéressant. Vous avez deux cas similaires. Quand on a des infiltrations sur ce type d'ouvrage, il est très difficile d'aller examiner les choses et de découvrir les points d'infiltration. C'est le cas pour ces deux exemples. Dans certains cas, ici, les zones d'accès ne sont pas garanties. Donc, on ne peut pas mettre de nacelle. On doit tout évacuer à la main. Et ça, c'est un problème pour le maître d'ouvrage parce que les investigations elles-mêmes vont jusqu'à coûter 100 000 €. Donc, quand on a des infiltrations plus ou moins importantes en dessous, même si les infiltrations ne sont pas importantes, ça veut dire qu'on a déjà là un coût très prohibitif et on est souvent dans une impasse. Vous avez ici un autre exemple de couverture végétalisée où vous avez un décollement de relevé. Vous avez sous le poids des terres et notamment après les pluies un glissement de la couverture végétalisée, d'autant que la protection d'étanchéité en dessous n'est pas fixée. Donc tout s'en va et bute contre le bord de la toiture, contre la gouttière. Autre exemple de sinistre qui peut vous intéresser, l'isolation thermique par l'extérieur. Alors des sinistres très fréquents, ici, sur les appuis de fenêtres, d'accord ? La jonction entre les appuis de fenêtre et l'isolation thermique montre souvent des défaillances. On a des sinistres de fréquence, là, où vous avez par exemple ici des oreilles de couvertine qui sont absentes. Ici, le relevé y est bien, mais vous voyez, on a souvent des problèmes de mise en œuvre avec surtout la qualité des joints. La qualité des joints se retrouve ici aussi, où on a pas mal d'infiltration. Là, vous avez un cadre qui a été disposé au nu de la façade et même en dehors de la façade. Et vous avez la qualité du joint ici qui laisse à désirer. Voilà, il faut surtout utiliser des joints SNJF et pas des joints d'une durabilité très limitée. Toujours isolation thermique par l'extérieur. Vous voyez ici donc un bâtiment collectif. Sur les parties courantes et aux points singuliers qui sont surtout des nez de plancher, vous voyez des décollements d'enduit et des fissurations. Là, dans cet exemple, vous avez des dilatations de matériaux qui sont bridés. Donc la dilatation ne peut pas se faire. Et tout ça est encouragé par le fait que la mise en œuvre est défaillante. Dans ces systèmes-là, vous avez la mise en place sur l'isolant d'un enduit de base qui a une épaisseur bien déterminée. Vous marouflez dans cet enduit de base une trame, c'est-à-dire que vous placez la trame dans la première couche et vous venez maroufler avec une deuxième couche d'enduit qui doit avoir une épaisseur donnée pour bien englober la trame que vous voyez ici. Là, l'épaisseur d'enduit était loin d'être suffisante. Je reviens en arrière. Un exemple d'isolation thermique par extérieur sur un bardage où là, vous avez des plaques minérales de grande dimension, ici. Vous avez un procédé sous ATEC, donc ça c'est très bien de prendre des procédés sous avis technique, c'est rassurant pour l'assureur. Mais vous constatez pour autant des déboutonnages et des risques de chute de plaques. Alors pourquoi ?
Parce que l'entreprise a proposé une variante. Dans la tech, c'est des ossatures métalliques de bardage qui sont préconisées. Là, on a mis, comme vous voyez, des ossatures en bois. Donc un problème de compatibilité avec les vis de fixation entre les plaques et l'ossature, d'où les déboutonnages. Vous avez des bandes de protection type EPDM par pluie qui n'ont été mises en place que sur les parties horizontales de l'ossature, mais pas sur les parties verticales comme vous voyez. Donc si de l'eau rentre, on a pourrissement des bois. Vous avez aussi un bois qui est de classe insuffisante. Donc le bois de classe 2 est inadapté ici, il aurait fallu de la classe 4. Et vous avez aussi un défaut de ventilation, donc la lame d'air qui doit être l'élément principal de ventilation dans ce type de mode constructif n'est pas présente. Pourquoi ça coûte très cher en termes d'investigation? Vous voyez, il faut aller investiguer avec une nacelle, prendre les différents points d'échantillon, faire toutes les plaques pour voir là s'il n'y en a pas qui sont susceptibles de tomber relativement à la sécurité du public en dessous. Et ça peut coûter cher. Enfin, pour finir, le défaut d'entretien. Voilà, je vais vous montrer que, notamment au niveau de la conception, les choses sont importantes et il y a des choses qui peuvent être prévues en conception. Par exemple, ici, vous avez une centrale de traitement d'air qui est dans le plafond, dans le faux plafond. Cette centrale de traitement d'air, il faut l'entretenir tous les ans. Et là, pour l'entretenir, il faut déposer les luminaires, il faut déposer le faux plafond, il faut déplacer le supportage de la dite centrale pour accéder au filtre. Il faut même procéder à un étaiement. Donc, difficulté d'accès sur cet équipement. Là, je passe très, très vite. Je retrouve mon problème de douche, de joint périphérique. La dégradation du joint périphérique peut tout simplement être due aussi à un défaut d'entretien. Je vous rappelle que sur l'entretien, normalement, c'est exclu des garanties des assureurs. Le défaut d'entretien ne fait pas partie des garanties. Il y a des exclusions. Je reviens sur mes toitures terrasses. Vous avez ici des plots qui ont été placés sur les entrées d'eau pluviale. Et vous voyez qu'il y a pas mal de déchets ici. Vous voyez ici sur cette toiture terrasse, bon, là c'est assez parlant, il y a un défaut d'entretien manifeste. Le défaut d'entretien est ici aussi montré sur des toitures terrasses où les relevés ne sont pas en très très bon état. Donc ça c'est pas tolérable. Au niveau des couvertines, vous avez des couvertines là qui sont parties depuis pas mal de temps, qui n'ont pas été remplacées. Le vent peut s'engouffrer dans les parties restantes et déloger les couvertines qui restent. Donc voilà, nécessité d'entretenir les ouvrages. Et vous avez ici, par exemple, là aussi un problème de conception sur les conduits 3 CEP, sur les chaudières. La partie basse des colonnes est constituée par un siphon récupérateur de condensat. Ces siphons récupérateurs doivent être entretenus annuellement. Et pour ça, il faut des trappes d'accès. Et là, on n'a pas de trappe. Donc, des travaux subséquents pour aller entretenir ces conduits 3 CEP. Très rapidement, là encore, et j'en ai fini, à l'attention des maîtres d'ouvrage, donc des bailleurs, des professionnels, la SMA BTP a entrepris il y a 4 ans avec notre partenaire Agence Qualité Construction l'édition de fiches entretien. Vous avez toute une liste de fiches déjà parues. Cette année, il y en a 7 qui paraîtront. L'entretien des ETIX, bardage, microstation, poêle à pellets et 3 fiches sur les chaudières. Donc on fait ça avec notre partenaire historique, Agence Qualité Construction. Un dernier slide. Cette année paraîtra une nouvelle collection consacrée aux maîtres d'ouvrage. Donc les bailleurs sociaux pourront aussi consulter et s'inspirer de ces fiches. Où on parle très peu de sinistralité, mais on insiste surtout sur les bonnes pratiques. Par exemple, quand vous gérez des ouvrages avec des balcons en construction neuve, qu'est-ce qu'il faut voir? Sur quoi on doit s'appesantir? Sur les cuvelages, sur les douches sans ressaut, on a vu des exemples, des toitures terrasses, végétalisées, hors végétalisation. Et on aura aussi des
fiche plus transversale thématique sur le béton bas carbone, l'utilisation du bois et des biosourcés, le service après-vente, les processus technico-assurantiels ou les responsabilités en assurance. Voilà, je pense que j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Orsetti. C'était très clair et très précis. L'importance, on a souhaité faire cette présentation parce que l'importance d'observer pour vous permettre d'identifier les points faibles et donc de mobiliser vos maîtrises d'œuvre en particulier et vos entreprises. On sait qu'on a tous peu de temps à apporter à nos opérations, donc ciblez bien les difficultés pour pouvoir mieux les traiter. On va passer à la troisième séquence de cette séquence principale qui est dédiée à innover dans la construction, retour sur des projets de construction portés dans le cadre des JO, donc avec Philippe Rosier, directeur général de l'agence Qualité et Construction, et Kevin Vasseur, directeur de la valorisation et de l'héritage de Solidéo. Je vous laisse la parole. Merci, messieurs. Merci. Donc, en fait, je remercie Stéphane Orsetti et la SMA qui a bien décrit quand même ce que faisait la QC grâce à l'ensemble des assureurs qui nous envoient toutes les fiches. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire une rapide présentation pour expliquer le contexte dont on peut accompagner aujourd'hui l'innovation. Et puis ensuite, Kevin vous expliquera comment ça a été décliné sur l'exemple des ouvrages olympiques. Donc, je ne sais pas qui a la main sur les diapos. Eh bien oui, c'est moi. Alors donc du coup, j'avance. Alors attends, je peux me gourer. Bon, juste pour rappeler, la QC, on en a parlé. Les membres, donc en fait, la QC existe un peu plus de 40 ans. Et donc les membres, ce sont en fait l'ensemble de la filière construction au travers de ces organisations professionnelles. Donc vous avez les entreprises, les assureurs, les contrôleurs techniques, les maîtres d'œuvre, j'en oublie, les organismes de qualification. Donc tous ceux qui, peu ou prou, participent à l'acte de construire et qui se réunissent. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de membres, les fabricants aussi évidemment. Et donc la QC, sinon, c'est une 40aine de permanents qui travaillent pour tous ces sujets. Et les maîtres d'ouvrage. Et des maîtres d'ouvrage, je les ai oubliés, c'est un acte manqué puisque je suis ici évidemment au congrès HL. Et donc les missions, ça a été dit par Stéphane, mais on les rappelle, elles sont à la fois simples et ambitieuses. Hein, c'est l'observation, donc tout ce que vous a montré Stéphane à travers l'exploitation des données, de tout ce que nous envoient les experts dans le cadre de la sinistralité et dommage ouvrage, l'analyse de ces sinistres, comme ça a été montré, et faire de la prévention en s'appuyant sur l'analyse. Et puis ensuite, on produit beaucoup de ressources, beaucoup de valeur. Et donc, notre travail, c'est aussi d'essaimer, valoriser auprès de vous, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les maîtres d'œuvre, toutes ces ressources qui, aujourd'hui, on a des moyens modernes à travers un site Internet, des plaquettes papier, d'accéder à cette ressource. Et notre travail, par exemple, aujourd'hui, c'est de faire connaître toute cette production qui aide et qui aide à prévenir les désordres. Donc, bon, juste un petit rappel, parfois on se demande ce que c'est la qualité de la construction. Donc, quand on essaye de simplifier le sujet, on se dit que la condition nécessaire, pas forcément suffisante, c'est un bon produit, le bon geste. Donc là, on parle de la compétence finalement du compagnon jusqu'à l'architecte, voire du maître d'ouvrage qui, même s'il n'est pas sachant, a tout intérêt quand même à avoir un minimum de compétences. Et puis la bonne organisation et coopération des acteurs, et ça aussi le maître d'ouvrage en est grandement responsable. Et on voit bien que souvent un sinistre, quand on n'a pas ces trois éléments qui s'alignent, souvent ça produit du sinistre. Ça peut être le bon produit, mais pas pour le bon usage. Enfin voilà, il y a souvent une conjonction de sujets. Dire aujourd'hui ce qu'est la qualité de la construction, ouais, elle a évolué depuis le XXe siècle, on va dire. On reviendra sur le contexte assurantiel. Au départ, c'est principalement la solidité, la sécurité incendie et la conformité à sa destination. C'est ça qui, normalement, historiquement, fait la qualité de la construction. Mais on avait des réglementations donc, qui étaient surtout au départ sur la question de la solidité, qui ont ensuite intégré l'accessibilité, la thermique, l'acoustique. Et puis on peut dire depuis le XXIe siècle, depuis le Grenelle de l'environnement, la qualité de la construction, elle a quand même absorber des enjeux qui sont nouveaux, qui sont liés à la décarbonation, la biodiversité, la résilience climatique. Et puis, le champ de la qualité de la construction tel qu'on l'a travaillé à la QC, qui était très centré sur la production neuve, il s'est évidemment étendu à tout ce qui est la question du neuf, de l'existant et de la rénovation globale, puisque aujourd'hui, c'est aussi une part d'activité très importante et qui produit de la sinistralité, qui nécessite de la prévention. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on admet d'une certaine façon des risques qui étaient en partie
qui avait été en partie écartée, puisqu'en fait, la construction, on va dire, des années 80, elle avait réglé un certain nombre de problèmes en termes de solidité, de sécurité incendie. Aujourd'hui, quand on vient chercher de la décarbonation, qu'on a des bâtiments moins inertes, des isolants biosourcés qui sont moins résistants à l'eau, qu'on a des structures finalement qui sont aussi moins résistantes au feu, finalement, collectivement, la filière accepte d'une certaine façon de gérer de nouveaux risques parce qu'il y a un intérêt supérieur qui est celui du climat, essentiellement. Et donc, on voit bien qu'on est dans un changement un peu de paradigme où on avait réglé toute une série de problèmes et qu'aujourd'hui, on doit les réinterroger dans nos pratiques, puisque en fait, on a d'autres sujets à régler qui dépassent simplement je caricature, la solidité simple. Donc, en termes de méthode, ce que nous, on résume, et ça fera lien avec la suite, c'est que la méthode pour atteindre une forme de qualité de la construction, c'est le respect des règles de l'art. Donc, je reviendrai après sur ce que c'est les règles de l'art. Définir une performance. Aujourd'hui, un bâtiment, il doit atteindre une performance. On voit bien aujourd'hui que, par exemple, le confort d'été fait partie des performances à définir et pas simplement la chaleur. Donc, aujourd'hui, il est important. Moi, je fais une comparaison avec ce que disent les médecins sur la santé. On considère que on commence, avant d'être malade, il y a l'inconfort. Et je pense que la qualité, le désordre, avant le désordre, on peut avoir la non-atteinte de la performance. Et elle est un premier symptôme, finalement, de ce qui peut devenir un désordre. Et ça attire l'attention sur tout ce qui se passe après la livraison. C'est-à-dire que la qualité, ce n'est pas juste livrer un bâtiment avec certaines caractéristiques, on l'a vu, c'est dans la décennale et après, c'est être en capacité à atteindre cette performance. Et on sait qu'on a encore beaucoup de travail dans le secteur de la construction au maintien de la performance 10 ans après. Les métiers de l'exploitation et de la maintenance ne sont pas toujours aussi valorisés que ceux de la construction. Donc l'identification et la sécurisation des risques, et là on verra tout le travail qui a été fait par Solideo là-dessus, et évaluer, valoriser les bonnes pratiques. Évidemment, c'est le travail que Stéphane a décrit, c'est la prévention, c'est aussi dire les zones d'ombre, enfin les angles morts, mais aussi dire ce qui marche bien et faire tout ce travail de valorisation. Et puis la qualité de la construction, que j'ai essayé de cerner, elle n'est pas toute seule dans notre monde de la construction. Il y a la qualité architecturale, la qualité urbaine, la qualité patrimoniale, on en a parlé au tout début là, avec la présidente, la qualité d'usage. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème sur la qualité qui est très vaste. Et donc il faut arriver finalement, les maîtres d'ouvrage sont souvent en première ligne et ils doivent mettre en musique tout ça. C'est un beau métier, la maîtrise d'ouvrage. Je rappelle ça parce que parfois ce n'est pas très clair. On entend un discours sur la norme, qui serait en fait quelque chose qui écrase tout et autres. Je rappelle qu'aujourd'hui, la simple chose obligatoire à respecter pour un maître d'ouvrage, c'est ce qui est réglementaire. La loi, elle fixe essentiellement des objectifs. Voilà. Et donc, ensuite, il faut que les professionnels, pour atteindre ces objectifs, ils se sont appareillés de tout un dispositif. Le dispositif le plus connu, c'est les normes. Mais les normes, c'est l'ensemble des acteurs qui définissent par consensus. Donc, au travers, par exemple, de l'AFNOR, du BINTEC, vous avez des tas d'organismes de normalisation pour le bâtiment. Et donc, en fait, c'est le contractuel qui va définir les normes. Donc, c'est un contrat qu'impose le maître d'ouvrage à son maître d'œuvre, qui va l'imposer aux entreprises. Et donc, quand on dit qu'il y a trop de normes, c'est quand même une sécurité pour l'ensemble des acteurs et la profession, l'existence de ces normes. Et les enlever ferait passer dans un espèce de vide qui serait assez compliqué. Et on verra le lien que ça a avec le contexte assurantiel. Et puis, on a d'autres règles qui sont écrites ou orales, qui relèvent de démarches collectives, individuelles, qui sont établies par des groupes. Il y a les règles professionnelles, on va voir. Enfin, il y a toute une série derrière, parce que la normalisation, ça prend un peu de temps. Et donc, en fait, on peut aussi, on verra dans un contexte assurantiel, on peut avoir un groupe qui établit des règles qui vont être reconnues par les assureurs et qui permettront aussi de garantir la qualité. Voilà, donc il faut bien avoir cette distinction. Tout ce qui est normalisation et règles, c'est vraiment dans un souci de sécuriser, d'identifier les risques. Et sinon, le compagnon sur le chantier, il va être un peu perdu. Donc, alors ça ne rend pas très bien là. Bon, ce n'est pas tout à fait l'image, donc je vais passer vite, mais c'était pour dire et commencer à faire le lien avec ce que Kevin, c'est que l'innovation aujourd'hui, préalable, pourquoi on innove? Il faut quand même se poser la question de pourquoi on innove. L'innovation, on l'a vu à travers la RE 2020 et autres, elle a normalement un objectif, c'est d'atteindre les objectifs de décarbonation sans céder à la solidité et à la conformité à ses destinations. Elle doit atteindre la résilience climatique, donc il faut à la fois qu'on garde les qualités d'avant et qu'on ait de nouvelles qualités. Et aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui permet d'accompagner l'innovation.
Et elle commence par l'ATEX, vous devez connaître parce que vous avez sans doute sur vos chantiers réalisé ça, qui permet donc d'avoir une sécurisation avec le CSTB. Et puis ensuite, vous avez une progressivité qui va être vers l'ATEC, le CPT, la règle professionnelle, et on va basculer dans le traditionnel vers le DTU. Ceci est important, il faut se dire que voilà, il y a une capacité d'innovation, il y a un système aujourd'hui d'accompagnement par les acteurs de la construction qui permettent finalement de gérer de l'innovation. Et contrairement à ce qu'on pense, le système aujourd'hui de l'ATEX à ONF permet d'encadrer cette innovation. On est très créatif à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'opposé peut-être de ça, ce serait la standardisation. Ça a été d'une certaine façon, à une époque, peut-être ce qui était prôné. Aujourd'hui, on n'est absolument pas dans l'idée d'une standardisation qui, d'une certaine façon, permettrait de gérer un certain nombre de risques, mais ne permettrait pas l'innovation. Et donc aujourd'hui, tout notre dispositif permet l'innovation et de la sécuriser. Et pour terminer et faire le lien avec ce qu'avait dit Stéphane aussi, pourquoi SICODES a été créé il y a 40 ans? C'est une loi qui est importante pour les assureurs comme pour l'AQC, puisque l'AQC est née de cette loi. La loi Spinetta, elle précise l'assurance construction obligatoire. Il existait jusque-là la responsabilité civile décennale des entrepreneurs. Donc, jusqu'à Spinetta, c'était uniquement l'entreprise qui avait cette responsabilité civile décennale. Et puis, ce qui s'est passé à la fin des années 70, c'est qu'il y a eu des chantiers, il y a eu de plus en plus de faillites, et le maître d'ouvrage s'est retrouvé, en fait, sans la possibilité de continuer son chantier. On partait en expertise judiciaire, et du coup, le chantier était bloqué. Donc, le législateur a obligé le maître d'ouvrage à prendre la dommage ouvrage. Et donc, à partir de là, c'est l'assureur dommage ouvrage qui assure la continuité. Et c'est l'assureur dommage ouvrage qui se retourne contre la responsabilité civile décennale de l'entreprise. Ce qui veut dire que pour le maître d'ouvrage, c'est une sécurité. Il y a une obligation pour tous les maîtres d'ouvrage. La petite faille, c'est que si les particuliers ne la prennent pas, ils n'ont pas de sanction. Donc c'est un vrai enjeu dans la construction, notamment individuelle, d'arriver à inciter les particuliers. Aujourd'hui, si vous prenez un contrat de maison individuelle, le CMiste, lui, impose la dommage ouvrage. Par contre, si vous passez avec des entreprises en direct, il n'est pas évident que l'entreprise, elle va peut-être vous en parler, mais comme ça a un coût, ben malheureusement, les particuliers ne la prennent pas. Donc la dommage ouvrage, elle est souscrite par le maître d'ouvrage, et donc vous voyez l'intérêt. La décennale, c'est celle de l'entreprise, sur lequel nous, on ne récupère pas de données. Donc, il y a un croisement entre la dommage ouvrage et la responsabilité civile décennale. Mais nous, on récupère à travers SICODES, tout ce que vous a montré Stéphane, la dommage ouvrage. On peut penser que ça représente à peu près 50% de la sinistralité et une partie de la responsabilité civile décennale amènerait d'autres. En termes de statistiques, aujourd'hui, on en est à un peu plus de 60 000 fiches SICODES par an. On en avait 20 ou 30 encore il y a quelques années. On a vu qu'en augmentant, ce n'est pas que la sinistralité a augmenté, c'est qu'on a une meilleure retour des experts. Puis on a un dispositif ICRAC qui nous permet aujourd'hui d'être exhaustif. Et on voit que les grands aspects statistiques ne bougent pas. Comme l'a montré Stéphane, c'est aussi un coup d'œil dans le rétro SICODES. Donc, j'en parlerai pas trop, mais ça fait le lien avec l'innovation et la mission que nous a confiée Solideo. C'est de dire on va innover, on sécurise en amont, puis une fois qu'on est en exploitation, qu'est-ce qui se passe? Donc l'AQC a aussi développé des programmes de retour d'expérience, qu'on appelle des REX, bâtiments performants, et c'est ce qu'on va faire, missionné par Solideo, c'est de se dire il faut aussi qu'on ait un œil en avant sur la sinistralité future. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de produits, de procédés qui présentent un risque de sinistralité, et donc on accompagne les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, sur les pratiques innovantes. Et ça fait le lien, je pense, avec Kevin. Merci Philippe. Attends, t'as encore une slide. Ah. Bon, tac. Alors, nous, côté Solideo, donc on a créé un fonds d'innovation en 2019, sur les 70 ouvrages que nous avions à réaliser, environ 4,4 milliards d'euros. Au-delà de l'enjeu de livrer dans les temps et dans les budgets, on s'est rajouté une contrainte également de livrer dans les ambitions et de promouvoir l'innovation. Donc on a réservé dans le budget
l'ensemble du budget, un peu moins de 1% à l'innovation, donc 47,9 millions d'euros, qui ont été à la fois investis dans un fonds vert, donc le Paris Fonds Vert, et une autre partie qui a été ciblée vers des dotations à des maîtres d'ouvrage. Ces dotations, elles ont été attribuées sur la base de dossiers de candidature que les maîtres d'ouvrage venaient déposer devant un comité d'innovation composé de plusieurs experts, ce qui a permis donc de financer une partie donc, des surcoûts liés au projet qui allaient au-delà des normes et des bonnes pratiques en matière à la fois d'excellence environnementale et d'accessibilité universelle. Alors on n'a pas les graphiques là sur la slide, mais on a financé donc 34 projets. En priorité sur des sujets de décarbonation et d'accessibilité universelle. Et donc je vais vous donner quelques exemples sur le village des athlètes. Village des athlètes, c'est à peu près 2 milliards d'euros sur l'ensemble du programme olympique. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la réversibilité des bâtiments. Les bâtiments ont servi une première fois pour les 14 200 athlètes. Et aujourd'hui, donc, il y a des travaux de réversibilité, de reconversion donc, des chambres en salons d'appartements familiaux ou des résidences et des bureaux. Sur l'axe sur l'axe carbone de notre stratégie, donc on a financé deux projets. Un projet lié donc à des bétons ultra carbone par Vinci sur le lot universel du village des athlètes, donc ce qui représente à peu près une petite moitié du village des athlètes, donc les bétons ultra bas carbone Exegi, ce qui permet de diviser par deux le bilan carbone du bâtiment sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc ça représente un volume quand même assez conséquent de l'ordre de 18 000 m3 de béton ultra bas carbone sur le village des athlètes. Ensuite, un autre des enjeux consistait donc la massification des systèmes constructifs bois. Bien sûr, pour atteindre cet objectif de diviser par deux le bilan carbone, eh bien, on a fait appel à la construction de bois dans un changement d'échelle assez important. En 2019, on était capable, je dirais, de construire des bâtiments en bois de l'ordre de 30 000 m². Là, l'enjeu, c'était de passer à 300 000 m². Donc des enjeux aussi de structuration de filières, mais aussi d'innovation du coup dans les structures, ce qui nous a conduit à changer de stratégie, parce qu'au début on était plutôt sur une stratégie sans ATEX. Là à la fin, donc on a un total de 15 ATEX sur l'ensemble du village des athlètes. Donc ça a permis l'innovation. C'est un sujet qu'il faut prendre en compte, je dirais, dans la planification et donc d'anticiper en termes de conception. Alors il nous manque toutes les images, donc la présentation n'est pas très... Je suis désolé, on va essayer de regarder pour modifier ça. Ça marche. Donc toujours sur des sujets d'atteinte de décarbonation, l'un des enjeux, c'était à la fois de répondre aux objectifs en matière de carbone, mais également d'accessibilité universelle, puisque je rappelle que 100% des logements du village des athlètes sont accessibles. Et donc, croiser les deux, structure bois et accessibilité, nous a donc permis d'innover sur 4 bâtiments donc avec ICAD concernant des douches italiennes, donc des douches italiennes sur plancher bois. Et donc là aussi on est passé par l'ATEX pour mettre en œuvre cette innovation.
On a accompagné ICAD, donc on a financé ce projet, le surcoût lié à ce projet, mais surtout on a travaillé avec le CSTB à établir des guides que vous retrouvez. Alors il y a un QR code, mais vous pouvez le retrouver sur notre site internet, donc ouvrage-olympique.fr, qui permet du coup de rendre réplicable le dispositif du coup dans d'autres projets et accélérer la réplicabilité. Même chose également sur des guides techniques qui ont été réalisés, donc, qui s'appuient sur les ATEX, concernant la réalisation des revêtements de façade sur structure bois, donc à la fois du bardage métallique et de l'ETIX sur mur à ossature bois. Et donc là aussi, des guides qui sont disponibles sur notre site qui vont permettre donc à la fois d'une part de passer en ATEX de réalisation et puis de faire un pas vers la vie technique et demain de le passer en technique courante. Sur les toitures, donc on parlait tout à l'heure des sujets de signalistralité. Nous, on a travaillé cette question sur les sujets de conflit d'usage. Hein. Souvent, on se pose la question, est-ce qu'on privilégie plutôt le photovoltaïque en toiture ou la toiture végétalisée? Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie d'un usage en toiture. Et donc, sur une partie du village des athlètes, on a financé le surcoût lié à une solution innovante pour avoir des toitures à la fois accessibles, végétalisées, avec du coup un système d'irrigation. En fait, on a un dispositif qui va permettre de stocker un certain volume d'eau, ce qui va donc irriguer la toiture végétalisée. Et ce support d'irrigation va permettre aussi de poser des panneaux photovoltaïques. Et donc la combinaison des deux, végétalisé et photovoltaïque, va permettre donc de réduire un petit peu la température de surface sur les panneaux photovoltaïques et du coup d'en améliorer également le rendement. On a un gain de rendement de l'ordre de 7% sur les panneaux solaires. En termes d'économie circulaire, donc j'ai parlé beaucoup de construction, hein, mais on a également des innovations d'exploitation. Par exemple, on a un des bâtiments, là aussi sur le secteur ICAD, du village des athlètes, qui est un bâtiment qui va permettre de recycler son eau. Donc l'objectif c'est de recycler toute l'eau du bâtiment, donc y compris les eaux vannes, avec un travail qui a été mené auprès de l'ARS pour autoriser l'usage d'eau non potable pour des usages sanitaires et de laverie dans le bâtiment. C'est un bâtiment de 26 logements en R+6. Et ça va permettre à la fois donc, de réduire la consommation d'eau très significativement, puisqu'on va faire moins 60% de consommation d'eau sur le bâtiment, mais également de valoriser les déchets qui en découlent vers des filières, notamment de fertilisants. Toute cette expérience liée à l'innovation, donc Solideo, nous on ferme nos portes là à la fin de l'année. Alors on a effectué un retour d'expérience et on a effectivement missionné l'AQC pour suivre ces innovations en exploitation et en faire des retours d'expérience. Nous on a déjà fait un premier retour d'expérience à chaque réception d'innovation que je vous ai présenté, mais on poursuit voilà, sur la question de l'exploitation. En termes de méthodes et de moyens mis en œuvre pour le comité innovation, ce retour
retour d'expérience. On va donc également le diffuser sur notre site internet. On a questionné donc la réplicabilité de ce comité d'innovation pour d'autres structures. Alors évidemment des structures de type Solido Alpes 2030, nos cousins pour les jeux d'hiver, mais également pour des structures dans le logement. Et donc, il en ressort 3 éléments clés en termes de réplicabilité du comité d'innovation. Tout d'abord, c'est une démarche d'innovation qui peut se mettre en œuvre sur un portefeuille de projets importants. Et ça va permettre donc de faire émerger des collaborations qui n'auraient pas eu lieu sans le comité d'innovation. Donc ça va également valoriser toutes les TPE, PME, SS qui n'auraient pas candidaté sur des projets tels que les Jeux Olympiques sans cette démarche. Et puis aussi quand même challenger les grandes entreprises pour les faire sortir de leur zone de confort. En termes de financement et de pilotage, forcément l'idée de sanctuariser des financements dédiés à l'innovation, ça a sans doute permis d'éviter certains renoncements. Et donc les projets étaient suivis à la fois donc, par ce comité d'innovation composé d'experts, mais également challengés avec l'AQC pour conserver les objectifs initiaux. Et enfin, donc, les experts du comité d'innovation ont joué un rôle dans la valorisation et la diffusion de ces bonnes pratiques, pour faire en sorte qu'ils puissent être essaimés à d'autres projets. Et donc, l'un des enjeux, c'est aussi le savoir-faire à l'international pour ce qui nous concerne. On a été surpris de l'intérêt qu'on a eu sur l'innovation du village des athlètes. Sur le village, on a eu environ 200 visites de délégations étrangères qui sont venues notamment visiter les innovations mises en œuvre. Et enfin, donc, ce retour d'expérience, c'est aussi un retour d'expérience technique. Je n'ai plus la main, donc sur la slide suivante. On a donc confié à l'AQC de réaliser ce retour d'expérience technique et nous avons rédigé ensemble donc un rapport de synthèse qui va du coup regarder chacun des projets au regard de ses objectifs initiaux, de voir ses performances, les enjeux à la fois dans le rétroviseur en termes de développement et de mise en œuvre, mais également donc dans la mission qui est en train de commencer sur les enjeux d'exploitation et les questionnements liés à la réplicabilité. Donc vous avez déjà une première version de ce document sur notre site internet avec une page sur les 34 innovations que nous avons développées. Et puis il s'étoffe au fur et à mesure avec des retours d'expérience détaillés sur chacune des thématiques que je viens de vous présenter. Et donc la mise à jour de ce document sera disponible au mois de novembre. Merci Monsieur Vasseur. Désolé pour cette difficulté de... On va questionner la qualité de nos process de vérification des projections. Donc merci beaucoup pour ces éléments. La présentation de Monsieur Vasseur sera mise à jour et disponible sur le site de l'USH. Et merci encore à tous les deux pour votre intervention.